Le garçon et le héron, dernier film en date du studio Ghibli et de Hayao Miyazaki, en tout cas pour l'instant parce que le mec nous annonce prendre sa retraite depuis Princesse Mononoke. On commence à être un petit peu saoulé, mais bon, au moins on sait que désormais on a un nouveau chef-d'œuvre, en tout cas de mon point de vue, et j'ai été très surprise en allant sur internet après avoir vu ce film de lire que beaucoup de gens n'avaient rien compris au garçon et le héron. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté des thèmes principaux et certains qui sont restés mais complètement à côté du film, qui n'ont pas réussi à rentrer dedans. Chère personne, moi je n'ai pas envie de vous laisser comme ça sur le bord de la route, je n'ai pas envie que vous ne compreniez pas ce film parce que pour moi il devient hyper important et surtout j'ai ouvert cette chaîne YouTube à la base il y a des millions d'années pour parler du studio Ghibli, donc ce n'est pas possible, je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc cette vidéo va être point par point des explications sur le film, des explications sur les grands thèmes, sur ce que j'ai ressenti, sur aussi la psychologie des personnages, pour vous donner un petit peu des clés pour potentiellement apprécier un peu plus ce film, ou au moins comprendre où est-ce que Miyazaki voulait en venir, parce que le film est en réalité pas si compliqué que ça. Dans Le garçon et le héron, pour moi, le thème central de ce film, c'est le deuil. Parce que dans les quelques premières minutes du film, on a Maihito, le héros, qui va perdre sa mère. Et c'est là donc le point de départ de toute l'œuvre qui va arriver par la suite. Et c'est pour ça que pour moi, c'est primordial de vous expliquer ça. Le film s'ouvre sur le père qui réveille son gamin en lui disant que l'hôpital où est sa femme, donc la mère de Maihito, est en train de brûler. Les deux personnages se précipitent à l'extérieur pour essayer de, tant bien que mal, faire quelque chose dans cette situation, même si c'est improbable, ils ne peuvent rien faire, ils sont démunis. Et on a Maihito qui court au milieu de toute cette foule, de toutes ces flammes, et qui est complètement déboussolé et perdu. Et surtout, il voit l'image de sa mère au milieu des flammes. Et c'est là que commence le film. Et après ça, coupure. Bam, on a Maihito qui se retrouve propulsé dans un autre endroit, dans une autre ville, pour vivre une autre vie. Parce qu'effectivement, le père et Maihito vont déménager à la campagne et c'est pas sans aucune raison, c'est parce que le père veut faire en sorte de réunir sa famille et donc ils vont à la campagne pour vivre dans la maison où vivait la mère de Maihito. Et pourquoi est-ce qu'ils retournent là-bas? Il y a une deuxième raison, en plus de devoir se rapprocher des origines de la mère, c'est surtout parce que le père s'est marié avec la sœur de la mère. Donc il s'est marié avec la sœur de son ex-femme qui est morte brûlée. Le père a certains soucis, on est bien d'accord. Après j'ai pas fait des recherches, je sais pas si au Japon à cette période c'était quelque chose qui se faisait. En tout cas nous à l'heure actuelle clairement non, donc c'est quelque chose qui quand même choque. Et c'est aussi quelque chose qui choque Maihito, parce que quand il arrive face à cette femme qu'il ne connaît pas, le premier réflexe et la première pensée qu'il a c'est « elle ressemble à ma mère ». C'est vraiment compliqué, donc il se retrouve propulsé dans un nouvel endroit, dans une nouvelle maison, avec une nouvelle maman qui ressemble à sa mère morte. Oh bah là, un bon combo pour commencer bien sa vie. En plus de ça, le père, il décide de partir, il leur dit ciao. C'est ciao. Et on retrouve les deux personnages, donc Maihito et sa belle-mère Natsuko, tous les deux à se regarder comme ça et à se dire bon bah là va falloir passer le cap, ça y est, on est en face l'un de l'autre, il faut qu'on fasse un truc. Et si jamais vous visionnez une deuxième fois ce film, vous verrez que quand il y a Maihito à côté de sa belle-mère, en fait il y a que la belle-mère Natsuko qui prend la parole. Elle essaye de faire semblant que tout va bien, elle essaye de nouer un dialogue et elle sait très bien que c'est compliqué pour ce jeune garçon, donc elle essaye de faire comme elle peut. Et de l'autre, on a Maihito qui n'a pas du tout choisi cette vie et qui n'a pas du tout choisi de rencontrer cette dame. En fait, lui, il est complètement déboussolé et comme je disais, si jamais vous re-regardez ce film, vous constaterez que à partir du moment où il y a la mort de la mère, il y a le plan sur Maihito et son père avec la phrase « la mère est morte pendant la 3e année de la guerre », à partir de ce moment-là, tout le reste de ces scènes, Maihito est silencieux et c'est le cas quand il est à côté de sa belle-mère parce que il sait pas quoi dire, il vient de perdre sa mère. Comment voulez-vous qu'il réussisse à accepter une belle-mère aussi rapidement qui, je le rappelle, est la sœur de sa mère? C'est sa tante et sa belle-mère. Compliqué quand même. Maihito et Natsuko sont emmenés dans la maison familiale et Natsuko va faire un tour à Maihito pour lui faire découvrir les lieux, pour lui faire découvrir les gens qui y vivent. Et il y a un petit détail à noter, c'est que lorsqu'ils sont en train de se balader dans la maison pour qu'elle lui montre tous les endroits, c'est là qu'ils vont croiser pour la première fois le héron. Ils vont tous les deux comme ça le regarder passer et il y a Natsuko qui va faire une petite réflexion, elle va dire « Oh, c'est bizarre, on n'a jamais vu le héron rentrer dans la maison ». Et après, la scène se poursuit. Mais du coup, notez bien que Natsuko et Maihito peuvent voir le héron, parce que ça va être les seuls personnages de ce film à pouvoir le voir. Une fois que Maihito a fait son tour, il est installé dans une des chambres et il s'écroule sur son lit, mort de fatigue. Il va faire un rêve, il va rêver de sa mère en train de brûler.
Et quand il se réveille, il a les larmes aux yeux, vraiment des torrents. Du coup, il crie « maman, maman », et c'est là qu'il se réveille. Et en fait, c'est les premières paroles qu'il prononce dans cette maison, c'est « maman », parce que, en fait, il est traumatisé, et c'est le moment où il s'exprime. Et je trouve ces détails importants de prise de parole et aussi de silence, parce que, en fait, Maihito et Natsuko vont tous les deux se terrer dans le silence au début de ce film. Il y a Maihito qui va tomber dans une dépression, il y a aussi la belle-mère qui va aussi se sentir mal, en plus de ça, elle est enceinte, donc vraiment, elle est alitée au lit et elle se sent pas bien, donc les deux personnages là, Maihito et sa belle-mère, ils sont pas du tout en grande forme, et en même temps, ça se comprend. Parce que la belle-mère, elle se retrouve à gérer un gamin qui n'est pas le sien. En plus de ça, c'est l'enfant de sa sœur, donc la pression est énorme, et ça se voit d'ailleurs au moment où elle est couchée dans son lit et que Maihito vient lui rendre visite, et en fait elle se rend compte qu'il a une cicatrice sur le côté de la tête, parce qu'elle sait qu'il s'est éclaté la tête avec un caillou, mais j'y reviendrai après. En gros, elle touche sa cicatrice, et là elle se met à pleurer, et elle dit « pardonne-moi grande sœur ». Et puis elle est enceinte du mari de sa sœur, donc pareil, une grosse pression de réussir une grossesse pareille, parce que forcément c'est tout, on va dire, l'équilibre de la famille qui repose sur elle, donc énormément de pression. La pauvre, vraiment je n'aimerais pas être à sa place. Et de l'autre côté, on a Maihito qui ne va pas mieux que la belle-mère, parce que Maihito, en fait, il va aller à l'école, et comme il change d'école, forcément, c'est quand même encore plus un changement qui vient de se rajouter avec tous ceux qui viennent de vivre. Et là, le père n'est vraiment pas intelligent, parce que il se dit, le père, attends, c'est trop stylé, t'es un nouvel élève, tu sais quoi, je vais t'emmener en voiture, comme ça tous les autres enfants, ils te trouveront trop stylé. Et donc le père emmène son gamin en voiture à l'école, sauf que le problème, c'est que cette école, c'est une école de campagne, les gens n'ont pas d'argent, donc Maihito, il arrive en voiture, dans des vêtements flambant neufs, alors que tous ses petits camarades sont habillés avec des vêtements un peu crades, un peu sales, et surtout, tous les mecs ont le crâne rasé, lui, il a encore des cheveux, donc forcément, déjà, ça crée un décalage monstrueux, et quand il rentre de l'école, tous ses petits camarades, ils travaillent dans les champs parce que ce sont des gens qui n'ont pas le choix, et Maihito, lui, il passe directement devant eux, et en fait, après, il y a une bataille qui explose, et il se tape, et tout, il ressort de cette bataille, enfin, de cette bagarre et de ce bullying, sans vraiment, on va dire, de séquelles physique, parce qu'au final, ok, il a pris des coups et tout, mais c'est pas le truc le plus important. Le truc le plus important, c'est qu'il va pas bien du tout et qu'il arrive pas à s'exprimer. Et en fait, il arrive tellement pas à s'exprimer et à dire qu'il va pas bien qu'il préfère ramasser une pierre sur son chemin et se l'exploser sur le crâne, parce que il peut pas dire à son père qu'il ne veut pas aller à l'école, il peut pas dire à sa mère qu'il est triste de pas la voir, il peut rien faire, donc il se terre dans le silence et il s'éclate la tête. Et résultat, ça marche. Évidemment, il reste au lit et les gens prennent soin de lui parce que il a une plaie ouverte qui saigne, et surtout son père est quand même compréhensif et il capte que son enfant n'a pas envie de retourner à l'école. Au moins ça, il l'a capté, il s'est marié avec la sœur de sa femme, mais au moins il a compris que son fils n'allait quand même pas si bien que ça. Et niveau réalisation, dans toute cette scène que je viens de vous dire, au moment où il arrive à l'école en voiture et où il se fait fracasser le crâne par une pierre qu'il ramasse sur son chemin, et toute cette scène-là, Maihito ne parle pas, on n'entend pas les camarades lui dire des trucs, on n'entend pas ses camarades l'insulter quand il passe dans le champ, on n'entend rien de tout ça, on a juste des bruitages et un peu une musique de fond, et je trouve que c'est tellement intelligent parce que ça représente bien à quel point Maihito, il est dans un autre espace-temps. Là, il n'est plus présent dans son corps, il est vraiment, ça glisse, et il sait pas où ce qu'il en est, il sait pas ce qu'il fait, et j'aime vraiment ces scènes où on n'entend pas les gens parler. Je trouve que ça apporte quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus dur, parce qu'on se rend compte de la violence du truc, et vraiment quand il s'explose la tête avec cette pierre, je comprends parfaitement, en fait, quand tu es dans une détresse telle que tu peux pas t'exprimer, et en fait tu te fais mal au corps parce qu'il y a que ça à faire. Mais je pense que des gens qui n'ont pas été dans une détresse pareille, peut-être que c'est pour ça que vous avez peut-être plus de mal à comprendre le film, parce que je vous jure que des états comme ça, oui, clairement tu en traverses. Vous avez compris que c'est un jeune garçon qui est en pleine souffrance et en grande détresse. Il ne sourit jamais dans le début de ce film, et il ira même à dire que la nourriture servie par les grands-mères n'est pas bonne. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important chez Ghibli, parce qu'ils sont habitués à faire des scènes de nourriture qui donnent faim et qui sont toutes mémorables, mais là, on a un personnage qui n'apprécie pas la nourriture, ce qui est rare, mais ça souligne vraisemblablement que le personnage principal n'a goût à rien. Et c'est pour ça, à mon humble avis, que Maihito n'est pas apprécié de beaucoup au premier visionnage, parce que ce personnage est en grande souffrance et il ne peut pas faire semblant d'être heureux, ni pour ses proches, ni pour les spectateurs. Maihito, il est pas là pour être aimé, Maihito, il est là juste pour survivre. En tout cas, au début de ce film.
Après, au milieu de tout ça, t'as le père qui, lui, est dans vraiment des lulus. Lui, il est en mode ça n'existe pas. Il fait ses avions, il va au travail et tout. Enfin, le père, on sent bien qu'il y a aussi quelque chose de lourd pour lui, mais qui préfère tout mettre dans le taf. D'ailleurs, petit point anecdote, à partir de ce moment-là, sur la vie de Miyazaki, sachez que Miyazaki, son père travaillait dans les avions. Donc, là, on fait le lien entre le père de Maihito et Miyazaki. Et surtout, Miyazaki a aussi perdu sa mère quand il était très jeune. Sa mère était atteinte de tuberculose. Donc là, on a pareil un lien entre Maihito et Miyazaki. Alors certes, la mère de Miyazaki est pas morte brûlée dans un hôpital, mais on sent quand même le lien. Et puis, évidemment, toute cette traversée du deuil, forcément, c'est lié à l'histoire de Miyazaki. Enfin, pour le coup, faut pas être Einstein pour le comprendre. En plus de ça, c'est abordé dans d'autres films qu'il a fait. Par exemple, dans Mon voisin Totoro, la mère est malade et elle est atteinte apparemment de tuberculose. On a aussi dans Le vent se lève, l'héroïne, clairement elle est malade et tout ça, enfin je vais pas vous spoiler le film, mais si vous l'avez vu, vous savez. Et du coup, forcément, là dans ce film-là, évidemment, Miyazaki s'est inspiré de sa détresse et de sa souffrance pour écrire ce film, et c'est pour ça que, à mon sens, toutes ces étapes du deuil et tout ce film est si bien écrit, parce que on a quelqu'un de concerné qui en plus écrit magnifiquement bien ses films. Forcément, ça donne un chef-d'œuvre à mes yeux. Le héron est donc, à mon sens, un guide qui va permettre à Maihito de comprendre là où il faut qu'il s'améliore pour aller mieux. Le point de départ du héron, c'est qu'il va trigger Maihito sur le corps de sa mère, ce qui symbolise le fait que Maihito n'a pas encore accepté que sa mère a totalement disparu. En plus de ça, Maihito, il a pas vu le corps de sa mère. Évidemment, quand quelqu'un meurt, on peut faire le choix ou non de voir la personne décédée, mais Maihito, il a sûrement un peu l'impression que sa mère, elle a disparu comme ça du jour au lendemain dans les flammes, et qu'il a pas vraiment eu le temps d'accepter le fait qu'elle soit vraiment morte. Et en fait, le héron, il arrête pas de lui dire mais moi je sais où est ta mère, si tu veux je te montre ta mère et tout. Et donc forcément ça le trigger, c'est quelque chose qui lui donne envie. Finalement, il se rend dans cette tour pour voir par lui-même si sa mère elle est vraiment décédée ou pas, parce que quand il rentre dans la tour, il est accompagné par la grand-mère, et la grand-mère elle est en mode mais tu sais, le héron il te ment, tu vas pas pouvoir voir ta mère et tout. Et Maihito il dit je sais, mais je veux y aller quand même, je veux voir. Et effectivement, quand il arrive dans la grande salle de cette tour, il y a le héron qui est là, il y a un divan, et il y a le corps de sa mère. Et en fait, à partir de ce moment-là, Maihito, il peut pas reculer. Donc il va voir le corps de sa mère, il la touche, il essaye de la réveiller, elle se réveille pas, elle devient toute liquide et elle fond sur elle-même, cette scène est atroce. Mais le héron, en lui montrant son corps, permet à Maihito de passer cette étape, l'acceptation de la mort de la personne. Ensuite, la deuxième étape du héron, ça va être de trigger Maihito sur le fait de pouvoir faire confiance ou non aux personnes. C'est pour ça que dans la moitié du film, le héron est si ambivalent, un coup il est gentil, un coup il est méchant, parce qu'il est là pour questionner Maihito sur sa confiance aux gens et au monde. Et le héron va d'ailleurs venir sauver Maihito lorsqu'il est dans la cuisine et qu'il va se faire à moitié bouffer par les oiseaux, ce qui veut dire que notre héros a eu raison de faire confiance au héron, a eu raison de l'épargner alors qu'il aurait pu le tuer à de nombreuses reprises. Mais non, Maihito, il a décidé de pardonner au héron, encore une fois une autre étape. Notre héros ira même jusqu'à dire que le héron est son ami parce que oui, cet oiseau humanoïde lui a permis de réavoir confiance en lui et d'avancer dans la vie. C'est pour ça qu'il est capable de voir le héron comme un proche et comme quelqu'un en qui il a confiance et qu'il aime. Et la conclusion de tout ça, c'est à la toute fin, quand Maihito et la belle-mère sortent de leur monde, le héron va parler à Maihito et il va lui dire « Adieu, mon ami », parce que oui, le héron n'a plus rien à apprendre à Maihito. Maihito a fait le choix de la vie, Maihito a fait le choix de sortir de ce monde intérieur, donc le héron a accompli sa mission pour lui permettre de se remettre sur pied. Alors le voyage dans cette tour, je sais qu'il y en a plein que ça a perdu, vraiment. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris, mais du coup je vais essayer de vous le faire un peu simple. Mais en fait cette tour, c'est un lien entre le passé et le présent, et c'est un espèce d'entre-deux. Il y a quelque chose qui est expliqué dans le film, c'est que dans cette tour, la majorité des gens qui sont présents sont morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de morts que de vivants, mais il y a quand même des vivants, notamment des futurs vivants, vu qu'il y a les warawara, les espèces de boules blanches, qui représentent en fait des futurs nés, des nouveaux-nés. Et donc ils partent dans le ciel pour pouvoir devenir des enfants, et il y a très peu de vivants qui sont présents. Il y a Maihito, il y a Kiriko, qui est du coup la grand-mère qui est présente, mais que Maihito ne va pas rencontrer en tant que vieille, mais il va la rencontrer en tant que jeune. Il y a aussi la belle-mère, et il y a un autre personnage très important qui est la mère de Maihito.
parce que oui, Mahito va rencontrer sa mère. Déjà, on avait une vision de la mère dans les flammes, une vision de la mère donc décédée, mais là, on a une vision de la mère qui est jeune. Elle est vraiment trop mignonne, j'adore son chara-design, et on comprend très très vite que c'est la mère de Mahito, notamment c'est elle qui utilise des pouvoirs du feu et qui sauve Mahito à plusieurs reprises, et vraiment, j'adore leurs scènes tous les deux, notamment quand par exemple, il y a Mahito et sa mère qui mangent des tartines de confiture. Je trouve cette scène absolument adorable. On voit aussi tout l'amour qu'elle lui porte. On comprend aussi très très vite que, évidemment, cette mère, elle est très inquiète pour Mahito, son fils, mais elle est aussi extrêmement inquiète pour la belle-mère, et c'est elle qui va guider Mahito jusqu'à sa petite sœur, et ensemble, ils vont vivre quelques aventures, et elle va essayer de le protéger au maximum. Et après ça, on a un peu la dernière partie du film où on a Mahito qui va peut-être se faire manger par des oiseaux, mais en fait non. Il retrouve le héron et tous les deux partent dans le monde un peu étrange du grand-oncle parce qu'ils trouvent un accès. Et en fait, le grand-oncle, pour énormément de gens, c'est une représentation de Miyazaki et je les suis sur ce point, on est bien d'accord. Mais en gros, dans les 15 dernières minutes, on apprend que le grand-oncle, il veut céder tous ces mondes à son petit-fils Mahito. Du coup, il y a plein de gens qui ont vu ça comme le fait que Miyazaki parle à son petit-fils et lui dit voilà tout ce que j'ai créé, reprends mon flambeau et fais quelque chose. Et c'est vrai que on peut l'interpréter comme ça, moi aussi je l'interprète comme ça, parce que notamment dans les interviews avant la sortie du film, Miyazaki avait dit qu'il avait écrit son histoire pour son petit-fils, mais il faut savoir, et ça c'est hyper important, que Miyazaki, quand il écrit un film, en fait il écrit le début, mais il sait pas la fin du film. En gros, il va l'écrire au fur et à mesure de la production. Par exemple, pour Ponyo, il avait fait toute l'introduction, une grande partie de l'histoire, et après il s'était arrêté, il y avait eu toute la production du film, et pendant très longtemps il a été resté bloqué au storyboard parce qu'il n'arrivait pas à faire la fin de son film et à trouver une histoire cohérente. Mais là, sur la production de Comment vivez-vous ou Le garçon et le héron, ça a pris encore plus de temps que pour Ponyo, donc entre le début du film et la fin du film, je sais plus combien d'années il y a exactement, mais il y a quand même un gros gap. Donc évidemment, comme il écrit le début sans avoir la fin, moi je trouve que on sent vraiment qu'au début du film, pendant 1h30 du film, on a quand même une grande partie qui est vraiment centrée sur le deuil, sur toutes ces étapes, sur comment se sentir mieux, comment évoluer, et à la fin on a Miyazaki qui nous parle de son legs, de ses créations et tout, mais pour moi c'est pas du tout central dans le film. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit que Miyazaki se citait lui-même, qu'il y avait plein de choses qu'il avait repris de ses films pour les mettre dans Le garçon et le héron et tout, mais moi j'ai pas trouvé, je trouvais que c'était pas plus marquant que ça, vraiment. Je trouvais justement que il y avait plein de choses qui innovent dans ce film, qui sont incroyables, qu'on n'avait jamais vu avant. Par exemple la scène d'intro où la mère elle brûle et tout, c'est une dinguerie. Il y a plein de choses qui sont incroyablement bien animées et qui justement sortent de tout ce qu'on a pu voir, donc j'ai pas trop compris ce point de vue là, surtout que pour moi en fait cette scène elle est surtout importante parce que c'est là où Mahito va faire un vrai choix. Il va le formuler, il va dire non, je veux pas continuer ton leg, je veux pas continuer ça, moi je veux repartir dans mon monde et faire ma vie. En s'enfuyant, il retrouve Kiriko et il retrouve Natsuko, et tous les quatre partent jusqu'à l'endroit où il y a toutes les portes pour partir dans des mondes différents. Et franchement, de toute façon, je trouve cette scène absolument incroyable, parce qu'on a la mère et Kiriko qui décident de retourner dans le passé, qui donc décident d'accepter leur futur aussi. Et en fait, à ce moment-là, Mahito, qui forcément, il doit dire au revoir à sa mère, et c'est la dernière fois qu'il la verra. C'est la dernière fois qu'il pourra lui parler. Et certes, c'est une version de sa mère jeune, mais il sait que c'est sa mère. Et sa mère sait que c'est son fils. Et je trouve que c'est une scène qui est trop émouvante. Parce qu'il y a Mahito qui demande à sa mère est-ce qu'elle est sûre de partir dans son monde. Et la mère répond à son enfant qu'il faut pas qu'il s'inquiète parce qu'elle a pas peur des flammes. Moi, à partir de ce moment-là, je n'étais qu'une rivière de larmes. De toute façon, ça faisait déjà 1000 fois que j'avais pleuré. Et on a Mahito qui décide de repartir lui dans son monde, qui décide d'accepter le présent, avec évidemment sa belle-mère qui le suit. Et tous les deux, en fait, ils décident à partir de ce moment-là de fonder une famille, ils choisissent de vivre et ils choisissent d'essayer d'aller de l'avant. Certes, Mahito dira d'ailleurs à son grand-oncle que la vie c'est difficile, la vie ça fait souffrir, mais il a envie de s'accrocher, il a envie de se faire des amis et il a envie de voir ce que l'avenir lui réserve, et c'est pour ça qu'ils franchissent tous les deux cette porte, qu'ils reviennent dans leur monde et que c'est la première fois qu'on les voit rigoler ensemble parce que ça y est, ils ont fait le choix de la vie
et ils vont s'accrocher. Certes, ce qui va suivre n'est pas facile parce qu'un deuil ne se finit pas comme ça, mais au moins ils ont passé cette première phase ensemble, ils ont affronté ça. Maintenant ils le savent que la mère est vraiment morte, ils le savent aussi qu'elle accepte son destin, et à partir de ce moment-là, en sachant que la mère donne son aval pour que sa sœur élève son fils et qu'elle lui fait confiance, et que le fils comprend que sa mère sera ok avec son destin et que certes elle va mourir dans les flammes mais qu'elle en a pas peur, à partir de ce moment-là, tous les deux, ils peuvent grandir, ils peuvent accepter de fonder une famille et vraiment de s'entendre et d'essayer de créer un futur tous les deux, puis après tous les trois et tous les quatre quand le bébé naîtra. Ils retrouvent le père, ils retrouvent les grands-mères et tous ensemble, ils vivent leur petite vie. Voilà, moi je trouve ce film absolument merveilleux, poétique, doux, et surtout ça parle d'un sujet très dur qui est la perte d'un parent. Pour être quelqu'un qui a du coup perdu un de ses parents, mon daron, et bah forcément ça me touche, mais en même temps je trouve ce film hyper respectueux du deuil et montre bien toutes les étapes qu'on traverse, et vraiment l'espèce de parallèle entre le chemin mental qu'on fait dans une dépression et dans cette perte et dans cette tristesse et ce monde féerique, onirique qui part un peu dans tous les sens mais en même temps pas trop, enfin vraiment moi j'ai adoré ce film. Voilà, je pense que vous avez compris, j'ai voulu faire cette vidéo pour ça. J'espère que je vous ai donné des clés pour comprendre ce film, mais vraiment je vous invite à le revoir. D'ailleurs je sais qu'il y a beaucoup de gens, dont je faisais partie, qui pensaient que la BO du film était inexistante, qu'il n'y avait pas de vraie musique et tout, mais en fait en revoyant ce film, c'est que au bout de la 3e fois que j'ai capté qu'il y avait des thèmes musicaux incroyables, mais sauf que l'histoire est tellement prenante, il y a tellement de choses qui se passent qu'en fait bah j'avais pas le temps de me concentrer sur la musique. Or là je savais un peu plus ce qui allait se passer, donc j'ai pu me concentrer dessus et waouh, il y a des trucs merveilleux. La musique aussi arrive à ne pas écraser le film, le choix de la simplicité a été fait et je trouve que c'est juste parfait. Voilà, moi j'ai rien à dire sur ce film à part que j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a peut-être donné des clés pour l'apprécier. Donc si vous l'avez compris, j'en serais plus que ravie. Et évidemment, je remercie mes Patreons, mes gens qui me soutiennent sur Ko-fi et sur Twitch, et je me permets de vous remercier vraiment beaucoup. J'espère qu'avoir cette vidéo en avance vous a plu. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi je bégaye beaucoup à la fin, mais j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai tellement de trucs à dire sur le studio Ghibli, de toute façon comme je vous disais, j'ai fait cette chaîne quasiment uniquement pour ça. Après bon, j'ai parlé d'autres sujets genre Pokémon et les mangas, mais mais de base c'était pour parler du studio Ghibli. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à l'envoyer à vos potes perdus, vraiment faites-le s'il vous plaît. Mettez en commentaire si jamais vous avez revu ce film et que du coup vous avez compris plus de trucs grâce à cette vidéo. Même si vous mettez un commentaire 10 ans plus tard, n'hésitez pas, je serais ravie de le lire parce que c'est mon objectif, essayer de vous faire rentrer dans ce film parce que il m'a tellement plu, il m'a tellement bouleversée, j'ai tellement pleuré que je suis triste qu'il y ait plein de gens qui ne l'aient pas compris. Et puis maintenant on touche à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Je vous remercie et puis à la prochaine. Voilà, des bisous. C'était fun de porter mon micro comme ça. Je sais pas quelle sera la qualité sonore, mais c'était intéressant.